La dépendance affective touche beaucoup plus de monde qu'on ne l'imagine. Une étude récente révèle que près de 40% des adultes avouent être restés dans une relation qu'ils savaient toxique, simplement parce qu'ils ne pouvaient pas supporter l'idée de perdre l'autre. Et toi, est-ce que tu t'es déjà demandé si ton attachement n'était pas devenu une prison invisible? Est-ce que tu t'es déjà surpris à chercher frénétiquement un message, à paniquer face au silence, à te demander « Comment savoir si je suis trop dépendant en amour ?» Les chiffres sont glaçants. Les personnes touchées par la dépendance affective ont 2 fois plus de risques de sombrer dans la dépression, et beaucoup ne comprennent jamais pourquoi elles répètent les mêmes schémas relationnels destructeurs. Et si c'était ton cas, sans même que tu le saches, parce que la dépendance affective, ce n'est pas seulement aimer trop. C'est parfois s'oublier entièrement, jusqu'à perdre son identité. Et dans cette vidéo, tu vas découvrir ce que la philosophie, la psychologie et même les neurosciences nous révèlent sur cette mécanique secrète, et surtout, comment briser ces chaînes invisibles. Alors si ce que je vais dire te parle même un peu, fais-moi un signe. Like la vidéo, partage, écris merci en commentaire ou abonne-toi. On dit souvent que l'amour est une force libératrice, mais il arrive qu'il devienne exactement l'inverse. Une prison invisible. Sénèque écrivait déjà que l'homme esclave de ses passions est plus captif qu'un prisonnier derrière des barreaux. Des siècles plus tard, Carl Jung affirmait que tout ce dont nous ne sommes pas conscients revient dans notre vie sous la forme du destin. Ces 2 phrases résument parfaitement la dépendance affective, un enchaînement silencieux, qu'on ne voit pas tout de suite, mais qui finit par dicter chaque choix, chaque émotion, chaque respiration. Les chiffres sont frappants. Selon l'Observatoire français des drogues et des tendances addictives, près de 20% des relations amoureuses présentent des signes clairs de dépendance affective. Des études menées aux États-Unis montrent que 40% des adultes avouent avoir déjà vécu une relation où ils se sentaient incapables de partir, même en sachant qu'elle leur faisait du mal. C'est énorme. Derrière ces statistiques, il y a des histoires réelles, des hommes et des femmes qui ont cru aimer, mais qui en réalité se sont perdus. La dépendance affective ne se définit pas par le fait d'aimer trop, mais par le fait de ne plus savoir exister sans l'autre. Freud, en analysant les mécanismes de l'attachement, expliquait que certains individus projettent sur leur partenaire le besoin inassouvi de sécurité primaire lié à l'enfance. Dans ce cas, l'amour n'est plus un partage, c'est une béquille. Et le problème, c'est que plus on s'appuie dessus, plus nos jambes émotionnelles s'atrophient. Tu t'es peut-être déjà retrouvé dans cette situation. Attendre un message avec une angoisse viscérale, surveiller les moindres signes d'intérêt ou de désintérêt, t'adapter entièrement aux besoins de l'autre au point de ne plus savoir ce que toi tu veux vraiment. Et là, la question surgit, est-ce vraiment de l'amour ou est-ce une forme d'addiction? Les neurosciences nous éclairent. L'imagerie cérébrale montre que le cerveau d'une personne dépendante affective réagit aux signaux de son partenaire exactement comme celui d'un toxicomane face à une drogue. Dopamine, sérotonine, circuit de récompense. Tout s'embrase, tout dépend d'un seul facteur extérieur. Ce qui rend cette prison si perfide, c'est qu'elle est invisible. Contrairement à une dépendance à l'alcool ou à la nicotine, elle n'est pas immédiatement perçue comme dangereuse. On confond souvent dévouement et aliénation, passion et perte de soi. Pourtant, les conséquences sont lourdes. Anxiété chronique, perte d'estime de soi, isolement social et parfois même violence psychologique subie ou infligée. Une étude publiée dans le Journal of Affective Disorders révèle que les personnes souffrant de dépendance affective ont 2 fois plus de risques de développer une dépression sévère au cours de leur vie. Les philosophes antiques avaient déjà pressenti ce danger. Marc Aurèle écrivait dans ses Pensées pour moi-même « Si tu dépends d'un autre pour ton bonheur, tu as déjà perdu ta liberté. » Cette idée résonne encore plus fort aujourd'hui, à une époque où les réseaux sociaux exacerbent l'illusion que notre valeur dépend du regard de l'autre. Chaque like, chaque message, chaque validation devient une dose de reconnaissance qui rassure, mais qui s'évapore aussitôt. Alors, comment savoir si tu es dans cette prison invisible? La première clé est de te demander si ton bien-être dépend uniquement de la présence, de l'attention ou de l'approbation de ton partenaire. Si l'absence de l'autre provoque en toi une panique disproportionnée, si tu ressens un vide abyssal dès que tu n'es pas validé, il y a une alarme qui sonne. Mais il ne suffit pas de dire
« je suis dépendant » pour comprendre. Il faut voir les racines, les mécanismes et surtout les alternatives possibles. Parce qu'il y a plusieurs réponses, et toutes sont enrichissantes. La psychologie moderne nous dit que ce n'est pas une fatalité. En travaillant sur son estime de soi, en développant ses propres sources de plaisir et d'épanouissement, on réactive des circuits cérébraux qui redonnent de l'autonomie émotionnelle. La philosophie, elle, nous rappelle que la liberté intérieure est un choix quotidien, qu'il faut apprendre à cultiver. Et les témoignages abondent. Des artistes, des écrivains, des leaders ont reconnu être passés par cette forme d'esclavage émotionnel avant de trouver leur équilibre. Simone de Beauvoir écrivait à Sartre qu'elle avait dû apprendre à aimer en restant entière, pour ne pas se dissoudre dans son ombre. Ce qui est fascinant, c'est que comprendre la dépendance affective, c'est déjà commencer à s'en libérer. Le simple fait de mettre un mot, de reconnaître que l'amour peut devenir une prison, ouvre une brèche dans les murs invisibles. Et dans cette brèche, il y a de la lumière. Si la dépendance affective semble si puissante, c'est parce qu'elle ne naît pas dans la relation elle-même, mais bien avant, dans les profondeurs de l'enfance. John Bowlby, le père de la théorie de l'attachement, a démontré que les premières années de vie façonnent notre manière d'aimer. Un enfant qui a grandi dans la sécurité, avec des parents disponibles émotionnellement, développe un attachement dit sécure. Mais lorsqu'un enfant a manqué de stabilité, d'attention ou de réassurance, il apprend très tôt à chercher frénétiquement des preuves d'amour. Ce manque devient une faille silencieuse qui se réactive dans les relations adultes. Les chiffres sont révélateurs. Environ 50% de la population développerait un attachement sécure, tandis que les autres 50% se répartissent entre les attachements anxieux, évitants ou désorganisés. Et parmi ces derniers, l'attachement anxieux est le plus lié à la dépendance affective. Autrement dit, une personne sur deux est potentiellement vulnérable à une relation qui tourne à l'obsession. Les neurosciences viennent renforcer ce constat. Quand un enfant est privé de réconfort émotionnel, son cerveau libère moins d'ocytocine, cette hormone du lien. À long terme, cela modifie littéralement la manière dont son système nerveux réagit aux relations intimes. Il devient hypersensible au rejet, dépendant au moindre signe de validation. Des études d'imagerie ont montré que le cerveau d'adulte, issu d'un attachement insécure, présente une activité accrue dans l'amygdale. Cette zone de la peur et de l'alerte lorsqu'ils perçoivent des signaux de désintérêt chez leur partenaire. Leur amour est constamment sous tension, comme une alarme impossible à éteindre. Mais il ne faut pas réduire cela à de simples schémas biologiques. Derrière chaque dépendance affective, il y a une histoire intime. Peut-être te reconnais-tu dans ces souvenirs. Un parent absent, trop occupé, ou au contraire étouffant, surprotecteur. Une enfance où tu devais constamment prouver ta valeur pour recevoir un peu d'attention. Carl Jung disait « Jusqu'à ce que tu rendes l'inconscient conscient, il dirigera ta vie et tu l'appelleras destin. » Autrement dit, si tu n'explores pas ses racines, tu répéteras les mêmes scénarios sans comprendre pourquoi. La psychologie contemporaine ajoute une autre couche, les blessures émotionnelles. Lise Bourbeau a popularisé l'idée qu'il existe 5 grandes blessures, rejet, abandon, humiliation, trahison, injustice, qui, lorsqu'elles ne sont pas guéries, ressurgissent dans nos relations amoureuses. La dépendance affective est souvent l'écho direct d'une blessure d'abandon. Quand cette blessure est active, chaque silence de l'autre devient une preuve qu'on ne vaut rien, chaque distance est vécue comme une menace de mort émotionnelle. Sigmund Freud, en analysant la répétition des schémas, notait que nous cherchons inconsciemment à revivre nos blessures pour tenter de les réparer. Voilà pourquoi tant de personnes tombent toujours sur le même type de partenaire, distant, froid, indisponible. Ce n'est pas un hasard, c'est une tentative inconsciente de rejouer le passé pour enfin guérir. Mais bien souvent, au lieu de guérison, il y a redoublement de la douleur. Et si on allait encore plus loin, les recherches en épigénétique montrent que les traumatismes émotionnels peuvent laisser des traces jusque dans l'expression de nos gènes. Des enfants de parents ayant vécu des guerres, des famines ou des abandons présentent une sensibilité accrue au stress et à la peur du rejet. Autrement dit, parfois ce que tu ressens aujourd'hui ne vient pas seulement de ton histoire personnelle, mais aussi d'un héritage transgénérationnel. Cela explique pourquoi certaines personnes vivent l'amour avec une fluidité désarmante, tandis que d'autres se sentent enchaînées à chaque relation.
Ce n'est pas une question de faiblesse, mais de conditionnement invisible. Épictète le disait, « Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais l'opinion qu'ils en ont. » Ta manière de réagir face à l'absence, face au silence, face à la distance, n'est pas objective. Elle est colorée par des années de conditionnement affectif. Alors, que faire de ces racines? Déjà comprendre qu'elles existent. Comprendre que ton besoin insatiable d'attention ne fait pas de toi quelqu'un de faible, mais quelqu'un qui porte une histoire. Ensuite, réaliser que ce n'est pas une fatalité. La thérapie de l'attachement, la méditation, la philosophie, la prise de conscience de ces blessures sont des moyens puissants de transformation. Car en mettant en lumière ces racines, tu commences à desserrer l'étreinte invisible qui te tient. Et c'est là le paradoxe. Plus tu explores tes zones d'ombre, plus tu deviens lumineux. Plus tu regardes en face ton passé, plus tu as de chances de construire un futur relationnel où tu n'es plus prisonnier. Les racines ne sont pas une condamnation, elles sont une explication. Et une explication, lorsqu'elle est comprise, devient le premier pas vers la liberté. Si nous voulons comprendre pourquoi nous devenons dépendants en amour, il faut regarder dans un miroir plus large que notre seule histoire personnelle. Ce miroir, ce sont les grandes figures de la philosophie et de la psychologie qui ont déjà, chacune à leur manière, exploré cette question universelle. Pourquoi cherchons-nous si désespérément à nous accrocher à l'autre? Et surtout, comment sortir de cette spirale? Marc Aurèle, empereur et philosophe stoïcien, écrivait « Celui qui dépend d'autrui pour son bonheur n'a plus de pouvoir sur lui-même ». Cette phrase, vieille de près de 2000 ans, pourrait résumer en un seul trait ce qu'on appelle aujourd'hui la dépendance affective. Pour lui, la clé de la liberté était intérieure. Rien ni personne ne devait avoir le pouvoir de nous priver de notre équilibre. Pourtant, dans les faits, combien de fois avons-nous ressenti exactement l'inverse? Le manque d'un message, l'absence d'un geste, et tout notre monde intérieur s'effondre. Carl Jung, lui, nous pousse à voir plus loin. Il parlait de l'anima et de l'animus, ces archétypes inconscients qui influencent nos relations. Selon lui, chaque homme projette inconsciemment son anima, son féminin intérieur, sur la femme qu'il aime, et chaque femme projette son animus, son masculin intérieur, sur l'homme qu'elle désire. C'est une clé incroyable pour comprendre pourquoi la dépendance affective est si tenace. Ce n'est pas seulement la personne que nous aimons, c'est une part de nous-mêmes que nous cherchons dans l'autre. Ce que nous croyons perdre quand l'autre s'éloigne, c'est en réalité une projection de notre propre identité. Jung disait « Celui qui regarde à l'extérieur rêve, celui qui regarde à l'intérieur s'éveille. Tant que nous cherchons à combler ce vide en dehors de nous, nous rêvons. » La guérison commence quand nous osons nous regarder en face. Freud, de son côté, décrivait la relation amoureuse comme une forme de régression. Dans son analyse, l'amour réactive les premiers liens de dépendance de l'enfant avec ses parents. C'est pourquoi certaines relations réveillent en nous une angoisse aussi brutale. Elles réactivent l'expérience de l'abandon, du rejet, de l'absence de protection. Freud voyait dans l'amour une tension constante entre Eros, la pulsion de vie, de fusion, d'union, et Thanatos, la pulsion de mort, de destruction, de séparation. Quand la dépendance affective s'installe, c'est Eros qui a pris toute la place, mais dans une forme déséquilibrée, presque destructrice, car elle ne laisse aucune place à l'individu. Les chiffres confirment ce que ces penseurs pressentaient. Des études en psychologie sociale montrent que les personnes à attachement anxieux sont 3 fois plus susceptibles de rester dans une relation toxique que celles à attachement sécure. Et parmi celles-ci, 70% disent avoir conscience que la relation leur fait du mal mais n'arrivent pas à partir. N'est-ce pas là une illustration parfaite de la phrase d'Épictète « Ce ne sont pas les événements qui troublent les hommes, mais l'idée qu'ils s'en font. » Ce n'est pas la relation en elle-même, mais l'idée de la perdre qui nous enferme. On retrouve cette même intuition chez les stoïciens. Sénèque, dans ses lettres à Lucilius, avertissait « Il est fou de s'accrocher à ce qui peut être enlevé. » Or, dans l'amour dépendant, c'est exactement ce que nous faisons. Nous nous accrochons à une illusion de sécurité, à un substitut de complétude, à quelque chose qui peut nous être retiré à tout instant. Mais ce miroir n'est pas seulement une condamnation, il est aussi une piste de libération. Car si Jung nous dit que nous projetons des parts de nous-mêmes sur l'autre, alors la solution est de réintégrer ces parts. Reprendre contact avec notre propre masculin intérieur,
notre propre féminin intérieur, pour ne plus chercher compulsivement à les retrouver dans un partenaire. Si Freud nous dit que l'amour réactive les blessures infantiles, alors le travail consiste à reconnaître ces blessures, à les guérir, au lieu de les rejouer éternellement. Si Marc Aurèle et Sénèque nous rappellent que la liberté est intérieure, alors l'amour ne doit plus être une prison, mais un choix volontaire, libre, conscient. Tout cela peut sembler théorique, mais les témoignages réels le prouvent. Elizabeth Gilbert, l'auteure de Eat, Pray, Love, a raconté que sa plus grande transformation est venue le jour où elle a cessé d'attendre qu'un homme comble son vide intérieur. Elle a traversé des années de dépendance affective jusqu'à comprendre que l'amour ne pouvait être authentique que si elle restait entière. Ce qu'elle a découvert, c'est exactement ce que Jung et Marc Aurèle disaient. Tant que nous cherchons la complétude ailleurs, nous restons prisonniers. Ainsi, ce miroir nous renvoie une vérité dure, mais essentielle. La dépendance affective n'est pas seulement une faiblesse individuelle, c'est une dynamique universelle, ancrée dans la psychologie, la philosophie et même la biologie. Mais si elle est universelle, cela veut dire aussi qu'il existe des chemins éprouvés pour en sortir, et c'est ce que nous allons explorer. La dépendance affective est subtile. Elle ne se présente pas comme une étiquette claire sur ton front. Elle s'infiltre pas à pas, jusqu'à ce que tu ne sois plus capable de voir la frontière entre amour véritable et besoin maladif. Marc Aurèle disait « L'homme se perd lorsqu'il confond ce qui dépend de lui avec ce qui n'en dépend pas ». Cette phrase résonne d'une manière brutale quand on parle d'amour, car ce qui ne dépend pas de nous, c'est l'autre, ses choix, ses gestes, ses silences. Mais un dépendant affectif vit comme si tout dépendait de cela. Comment savoir si tu es tombé dans cette prison invisible? Le premier signe, c'est l'angoisse permanente face à l'absence. Ce n'est pas juste manquer quelqu'un, c'est ressentir une véritable panique dès que le contact se rompt. Les neurosciences l'expliquent bien. Ton cerveau active les mêmes circuits que ceux impliqués dans le sevrage d'une addiction. Une étude menée par l'université de Stanford a montré que l'activité dans le cortex singulaire antérieur, zone liée à la douleur physique, s'active lorsque nous subissons un rejet ou un silence prolongé. En clair, l'absence de l'autre est ressentie comme une brûlure réelle, pas seulement émotionnelle. Un autre signe, c'est cette tendance à s'oublier soi-même. Tu changes tes habitudes, tes goûts, ton rythme de vie pour coller à celui de ton partenaire. Tu ne sais plus vraiment ce que tu veux. Tu te contentes de vouloir ce qu'il ou elle veut. Freud appelait ça une identification narcissique. Tu absorbes l'autre pour exister à travers lui. Mais à force de vivre pour l'autre, tu disparais. Et plus tu disparais, plus tu as peur qu'il s'en aille. Car tu n'as plus d'existence sans lui. Tu as sans doute déjà connu ce cycle infernal. Tu fais tout pour plaire, mais en retour, tu reçois de moins en moins. Carl Rogers, grand psychologue humaniste, expliquait que plus nous cherchons à être aimés par conformité, moins nous éveillons un amour authentique. Et c'est précisément là que naît le cercle vicieux. Tu donnes tout, mais tu reçois de moins en moins, ce qui renforce ta peur de perdre, et donc ton besoin de donner encore plus. Les chiffres le montrent. Près de 35% des personnes interrogées dans une enquête de Psychology Today affirment qu'elles ont déjà sacrifié une opportunité professionnelle ou une amitié importante pour rester dans une relation. Derrière ces chiffres, il y a ce signe terrible. Quand ta vie commence à rétrécir autour d'une seule personne, quand ton univers social, tes projets, tes passions disparaissent, c'est un indicateur clair que tu n'es plus dans l'amour, mais dans l'obsession. Un autre signe puissant, c'est l'incapacité à poser des limites. Tu tolères des comportements que tu sais inacceptables, des manques de respect, des absences d'attention, parfois même des abus émotionnels ou physiques. Pourquoi? Parce que l'idée de perdre est plus douloureuse que la souffrance de rester. Sénèque écrivait « Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. » En amour dépendant, nous n'osons pas dire non, par peur de l'abandon. Il y a aussi ce signe plus insidieux, la jalousie excessive. Pas la jalousie passagère que chacun peut connaître, mais celle qui t'épuise, qui t'obsède, qui t'empêche de dormir. Les études montrent que la jalousie pathologique est 3 fois plus fréquente chez les personnes dépendantes affectives. Elle ne vient pas de la réalité de la relation, mais du vide intérieur qui projette partout le risque de perdre. Enfin, peut-être le signe le plus douloureux. Tu sais que la relation ne te rend pas heureux,
mais tu n'arrives pas à partir. C'est ce que les psychologues appellent la dissonance cognitive. Tu sais rationnellement que tu souffres, mais émotionnellement, tu es incapable de lâcher prise. Comme un toxicomane qui regarde la cigarette allumée entre ses doigts en se disant « Je devrais arrêter », mais qui tire une bouffée de plus, tu continues. Reconnaître ces signes demande du courage, car ils obligent à admettre que l'amour que tu vis n'est peut-être pas un amour libre. Mais les voir, c'est déjà briser une partie de l'illusion. Et surtout, cela ouvre une autre perspective, celle de se demander non pas seulement comment reconnaître la dépendance, mais comment s'en libérer sans renoncer à l'amour. Car la vérité est là. Il est possible d'aimer sans se perdre, et c'est précisément ce que nous allons explorer dans la suite. Sortir de la dépendance affective ne signifie pas fuir l'amour, ni se barricader dans une solitude froide. Il s'agit plutôt de transformer la manière dont tu aimes, de passer d'un amour qui enchaîne à un amour qui élève. Viktor Frankl, le psychiatre et survivant des camps de concentration, écrivait que « La liberté ultime de l'homme est de choisir son attitude face à ce qui lui arrive ». Même au cœur des pires conditions, il affirmait que nous avons ce pouvoir, décider comment répondre. Cette idée est fondamentale pour la dépendance affective. Tu ne peux pas toujours contrôler la personne que tu aimes, ni ses choix, mais tu peux transformer ta manière de réagir et de construire le lien. La première stratégie, c'est d'apprendre à recréer de la distance intérieure. Cela ne veut pas dire couper le lien, mais retrouver ton espace personnel. Les recherches en psychologie montrent que les couples les plus épanouis sont ceux où chacun garde des activités, des passions et des amitiés en dehors de la relation. C'est un paradoxe. Plus tu es capable d'exister pleinement seul, plus ta relation devient solide. Carl Gustav Jung disait que la rencontre de deux personnalités est comme le contact de deux substances chimiques. S'il y a réaction, les deux sont transformés. Mais si l'un des deux disparaît entièrement, il n'y a plus de transformation, seulement une fusion qui finit par brûler. Une autre stratégie, c'est d'apprendre à poser des limites claires. Dire non, affirmer ce que tu ressens, c'est un acte de courage qui renforce le respect mutuel. Brené Brown, chercheuse en psychologie sociale, a montré que les personnes capables de poser des limites sans peur de déplaire développent une plus grande estime d'elles-mêmes et inspirent plus de respect autour d'elles. Car dans la dépendance affective, nous avons tendance à céder sur tout, pensant que c'est ainsi que nous serons aimés. Mais en réalité, l'absence de limites étouffe la relation. Un amour sans limite devient une forme de possession, et la possession finit toujours par détruire le désir. Il est aussi essentiel de travailler sur ton estime de toi. Les psychologues notent que la dépendance affective est souvent proportionnelle au manque de confiance en soi. Plus tu doutes de ta valeur, plus tu cherches à être validé par l'autre. Une étude de l'Université de Toronto a révélé que les personnes ayant une faible estime d'elles-mêmes interprètent 3 fois plus souvent les comportements neutres de leur partenaire comme des signes de rejet. En d'autres termes, ce n'est pas toujours la réalité qui te fait souffrir, mais la manière dont ton regard déformé l'aperçoit. Revaloriser ton image personnelle, cultiver tes réussites, prendre soin de ton corps et de ton esprit. Voilà des fondations solides pour réduire ton besoin de validation extérieure. Les stoïciens nous offrent aussi une clé précieuse. Apprendre à distinguer ce qui dépend de nous de ce qui n'en dépend pas. Tu ne peux pas contrôler l'amour de l'autre, ni ses choix, ni sa fidélité, mais tu peux contrôler la manière dont tu choisis de vivre, d'aimer, de te comporter. Épictète disait « N'attends pas que les événements arrivent comme tu le souhaites. Décide de vouloir ce qui arrive et tu seras heureux. » Ce n'est pas un appel à la résignation, mais à la souveraineté intérieure. Plus tu te concentres sur ce qui est en ton pouvoir, moins tu t'effondres quand l'autre échappe à ton contrôle. Une pratique concrète, inspirée de la thérapie cognitive et comportementale, consiste à identifier les pensées automatiques liées à l'abandon. Par exemple, quand ton partenaire ne répond pas à ton message, au lieu de conclure immédiatement « il ne m'aime plus », tu apprends à créer un espace entre l'événement et ton interprétation. Tu te dis « ce silence ne signifie pas forcément un rejet, il peut avoir 1000 raisons ». En introduisant cette nuance, tu brises le cercle vicieux de la peur et de la réaction impulsive. Enfin, se libérer sans fuir implique de redéfinir ce que tu attends de l'amour. Si tu attends que l'autre comble ton vide, tu resteras prisonnier.
Mais si tu vois l'amour comme une rencontre entre deux êtres déjà complets, alors tu t'ouvres à un lien plus libre, plus profond, plus authentique. Simone de Beauvoir disait que l'amour authentique n'est pas se regarder l'un l'autre, mais regarder ensemble dans la même direction. C'est dans ce mouvement que l'on passe de l'attachement obsessionnel à une complicité créatrice. Le chemin n'est pas instantané. Il demande du temps, de la lucidité, parfois un accompagnement thérapeutique. Mais il est possible, et ceux qui en témoignent parlent toujours d'un avant et d'un après. L'écrivain Paulo Coelho, après des relations passionnelles et destructrices, expliquait qu'il avait dû apprendre à aimer sans s'anéantir pour écrire et vivre pleinement. C'est exactement cette transformation que tu peux expérimenter. Aimer sans te perdre, aimer en restant libre. Car la libération de la dépendance affective n'est pas une fuite. C'est une renaissance. Quand on parle de dépendance affective, il est facile de se sentir condamné. Comme si aimer signifiait forcément se perdre, comme si chaque relation devait être une lutte pour garder l'autre à tout prix. Mais ce n'est pas une fatalité. L'histoire de ceux qui se sont libérés de ce cycle prouve que la dépendance affective n'est pas une identité, c'est une étape. Et cette étape peut devenir un tremplin vers une autonomie émotionnelle bien plus puissante que tout ce que tu as connu jusqu'ici. Carl Jung disait « Celui qui regarde à l'extérieur rêve, celui qui regarde à l'intérieur s'éveille. » Retrouver la puissance intérieure, c'est justement ça. Cesser de croire que ton bonheur dépend de ce que l'autre fait ou ne fait pas, et commencer à bâtir ton équilibre à partir de toi-même. Cela ne veut pas dire vivre dans l'indifférence, mais replacer la relation à sa juste place. Une source de joie, pas une condition de survie. La neuroscience confirme ce que la philosophie pressentait. Des études sur la méditation et la pleine conscience montrent que les personnes qui développent une autonomie émotionnelle activent davantage leur cortex préfrontal, la zone du cerveau liée à la régulation des émotions et à la prise de recul. Concrètement, cela veut dire que plus tu entraînes ton esprit à trouver du calme en toi, moins tu es esclave de la peur de l'abandon. Le cerveau se rééduque, et ce processus est accessible à chacun. Sénèque écrivait « Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas. C'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. » Retrouver ta puissance intérieure exige ce courage. Oser être toi-même, même si cela signifie décevoir, perdre ou être incompris. Car l'amour authentique ne se construit jamais dans la soumission, mais dans la rencontre de deux libertés. Un autre chemin vers cette autonomie passe par la redécouverte de ton identité. Qui es-tu en dehors de la relation? Qu'est-ce qui t'anime vraiment? Les psychologues soulignent que les personnes dépendantes affectives ont souvent un soi diffus, c'est-à-dire une identité fragile, trop définie par le regard des autres. Retrouver ta puissance intérieure, c'est redéfinir tes passions, tes projets, ton cercle social, ton rapport au monde. Quand tu nourris ton être en dehors de l'amour, tu transformes ton lien amoureux. Il n'est plus une béquille, mais un partage. Des témoignages célèbres illustrent cette transformation. Oprah Winfrey, par exemple, a expliqué que sa plus grande libération fut le moment où elle a cessé de chercher l'approbation dans ses relations sentimentales. Elle a compris que son rôle dans le monde ne pouvait pas dépendre d'une seule personne. Cette prise de conscience a été le socle de sa carrière et de sa capacité à inspirer des millions de gens. La philosophie stoïcienne apporte ici une sagesse intemporelle. Marc Aurèle rappelait « L'âme se colore des pensées que tu cultives. Si tu passes ton temps à cultiver des pensées de manque, tu resteras prisonnier. Mais si tu cultives des pensées de puissance intérieure, ton esprit finira par s'en imprégner. » C'est ce que les neurosciences appellent la neuroplasticité. Ton cerveau change en fonction de ce que tu pratiques. Chaque fois que tu choisis de rester centré malgré l'absence, chaque fois que tu affirmes tes limites, chaque fois que tu trouves du bonheur en dehors du couple, tu renforces les circuits neuronaux de l'autonomie. Alors, que signifie vraiment l'autonomie émotionnelle? Ce n'est pas de l'égoïsme, ni un détachement froid. C'est la capacité de rester toi-même dans la relation, de ne pas imploser quand l'autre s'éloigne, de ne pas supplier pour être aimé. C'est aimer librement, sans mendier. C'est avoir la force de dire « je t'aime, mais je peux vivre sans toi ». Et c'est justement cette phrase intérieure qui libère, qui brise la peur, qui transforme la dépendance en choix conscient.
La dépendance affective enferme. L'autonomie émotionnelle ouvre. Elle ouvre à des relations plus saines, où chacun apporte le meilleur de soi au lieu de chercher à combler un vide. Elle ouvre à une vie où tu n'es plus esclave de tes blessures passées, mais maître de ton présent. Et elle ouvre surtout à un amour plus vrai car il est choisi, pas subi. Freud disait que nous répétons nos blessures jusqu'à ce que nous décidions de les affronter. En choisissant l'autonomie, tu romps cette répétition. Tu passes de la peur de perdre à la joie d'être. Tu passes de la survie à la liberté. Tu passes d'un amour qui consomme à un amour qui construit. C'est ce voyage que tu es en train de commencer. Et peut-être qu'un jour, en repensant à ce chemin, tu réaliseras que la dépendance affective n'était pas une malédiction, mais une invitation à devenir plus fort, plus conscient, plus libre. L'amour ne sera plus jamais une prison invisible. Il deviendra ce qu'il aurait toujours dû être, une rencontre lumineuse entre deux êtres entiers.